Il existe une fleur qui tue les insectes au contact et disparaît à la lumière du soleil avant de pouvoir nuire à quoi que ce soit d'autre. Une marguerite blanche qui fait cela depuis 2000 ans. Elle repousse à chaque saison. Elle n'a besoin d'aucune usine, d'aucune formule, d'aucun brevet. Elle est 2250 fois plus toxique pour les insectes que pour les mammifères. En 1910, un industriel allemand a financé 2 chimistes pour la transformer en quelque chose qu'il pourrait posséder. Un siècle plus tard, 1 millier de copies synthétiques occupent un marché de 3,5 milliards de dollars. La fleur a discrètement disparu. L'archive s'ouvre en 1842 à Tiflas, l'actuelle Tbilissi, en Géorgie, sur la bordure orientale des montagnes du Caucase. Un jeune Bavarois, nommé Johann Zackarel, a voyagé vers l'Est depuis Munich. Il n'est pas botaniste. Il n'est pas scientifique. Il est un marchand, cherchant des opportunités dans les couloirs commerciaux entre l'Europe et la Perse. Et dans les villages de montagne au-dessus de Tiflas, il trouve quelque chose qui le stoppe net. Les villageois saupoudrent leur literie d'une poudre. Ils la frottent sur leurs vêtements. Ils en parsèment le long des seuils de porte et sur les sols des abris pour animaux. Partout où la poudre touche, les insectes meurent puces, poux, punaises de lit. La poudre est fabriquée à partir de têtes de fleurs séchées, des chrysanthèmes, broyées à la main en utilisant la même méthode que leurs grands-parents utilisaient et leurs grands-parents avant eux. La connaissance est ancienne. La pratique est si ordinaire que personne dans ces villages ne la considère comme remarquable. Zackarel. Si. Il s'arrange avec les chefs de village pour collecter les fleurs en vrac, les broyer en poudre et les expédier cousues dans des sacs en cuir de mouton. Dès 1855, il a aussi établi une entreprise à Vienne et a commencé à vendre le produit sous le nom de marque Zackaren. Dès 1873, son usine produit 600 tonnes de poudre insecticide par an. Il ouvre des magasins de détail à Paris, Istanbul, Amsterdam, Londres, New York, Philadelphie. Son marketing est emblématique une figure de cosaque, portant un bonnet haut et tenant un vaporisateur. La poudre provenant d'un village du Caucase est désormais une marchandise mondiale. Mais la véritable percée vient de son fils, Johann Evangelist. Zackel prend la relève en 1880 et fait une découverte cruciale. Le chrysanthème du Caucase que son père vendait n'est pas la variété la plus puissante. Une espèce différente pousse à l'état sauvage le long de la côte dalmate de l'actuelle Croatie. Une modeste marguerite blanche au feuillage argenté, semblable à de la fougère et aux tiges fines et raides, atteignant 45 à 100 cm de hausse. Ces capitules portent 18 à 22 fleurons ligulés, blancs entourant un disque de 40 à 100 minuscules fleurons bisexués jaunes. Le pouvoir de tuer est concentré non pas dans les pétales blancs, mais dans les enveloppes de graines de ces minuscules fleurons du disque jaune. Son nom est Tanisatum Cinari Ephogium, le chrysanthème de Dalmatie, et en croate, le nom est Buhok. Les Perses avaient gardé son identité secrète pendant des siècles. Les Dalmatiens l'avaient cultivé aux côtés de leurs oliveraies pendant des générations. Et maintenant, les Zakarl avaient bâti un empire sur cette base, avec une usine à Vienne, conçue dans un style persan mauresque, avec des minarets et un dôme jouant sur la mystique orientale d'un produit qui était, à la base, une fleur écrasée. Le petit-fils de Johann Zackarel, Grégor, a abandonné la licence marchande de la famille en 1949. Cette même année, des chimistes du département de l'agriculture des États-Unis ont synthétisé l'altrine, le premier pitrouillide synthétique, ce qu'une famille avait bâti sur un siècle à partir d'un produit naturel. L'industrie chimique allait passer le siècle suivant à le remplacer par des molécules brevetables. Le timing n'était pas fortuit. Pour comprendre ce qui a été perdu,
Il faut voir la côte dalmate telle qu'elle était. Le karst calcaire de l'actuelle Croatie n'est pas une terre agricole douce. C'est un terrain rocheux, brûlé par le soleil et sec, où les cultures céréalières tassent à peine, et les vergers exigent une attention constante. Mais une plante prospérait précisément dans ces conditions. Le chrysanthème de Dalmatie poussait sur le sol rocheux, bien drainé et calcaire, comme s'il avait été conçu pour cela. Dans les communautés agricoles de Dravnik, Split, Senik, Zadar, et à travers les îles de Hvar, Brac et Korčula. Les gens qui le cultivaient l'appelaient Buhak, et ils comprenaient quelque chose à son sujet que le reste du monde mettrait 2 siècles à oublier. Ils cueillaient les fleurs vers le 13 juin, le jour de la Saint-Antoine, quand la teneur en pitine, à l'intérieur de ces fleurons du disque jaune, atteignait son apogée. Ils le cultivaient aux côtés de leurs oliviers, et ce n'était pas un accident. Le pitram protégeait les oliveraies des ravageurs. Une culture produisait de la nourriture, l'autre la protégeait. Un appariement synergique affiné au fil des générations sur un littoral où rien n'était gaspillé. Un voyageur du 19e siècle s'approchant du port de Dravnik décrivit la route comme bordée de champs d'une plante à fleurs jaunes, le principal article de commerce de Ragusa. Dès 1850, ces champs s'étendaient sur toute la côte dalmate et ses îles. Dès 1914, la Croatie était l'un des plus grands producteurs de pitram au monde. La Russie seule consommait environ 500 tonnes de poudre d'insectes dalmates chaque année. Les fleurs étaient cueillies à la main, séchées à l'ombre et broyées en poudre. La même méthode qui avait été utilisée pendant des siècles. Pas d'usine de traitement, pas d'extraction chimique, pas de brevet. C'était une culture vivace sur sol rocheux, récoltée une fois par an quand les pétales blancs s'étalaient à l'horizontale et que les fleurons du disque s'ouvraient. La récolte était séchée dans des pièces sombres où la lumière du soleil ne pouvait atteindre les composés actifs, puis broyée avec un mortier ou un simple moulin. Et voici ce que les Dalmatiens comprenaient et que l'industrie chimique passerait plus tard des milliards à essayer de contourner. Un insecticide qui disparaît n'est pas un défaut. C'est sa conception même. Un spray qui tue les ravageurs aujourd'hui et disparaît demain n'empoisonne pas le sol. Il ne contamine pas la nappe phréatique. Il ne s'accumule pas dans les tissus de la culture de la saison suivante. Les Dalmatiens n'ont jamais eu besoin que leur insecticide persiste, car ils avaient une plante vivace qui produisait de l'insecticide frais à chaque saison de floraison. La culture revenait. La poudre était fabriquée à nouveau. Le cycle se renouvelait sans laisser de traces. Le problème que la chimie de synthèse essaierait plus tard de résoudre, la décomposition rapide à la lumière du soleil, n'a jamais été un problème pour les gens qui cultivaient la source. Aucune production commerciale de pitram n'a eu lieu en Croatie depuis les années 1950. Les populations sauvages qui subsistent le long de la côte et des îles sont désormais strictement protégées par la réglementation nationale. Ce qui fut autrefois le principal article de commerce de Ragusa est désormais une préoccupation de conservation. Mais qu'y avait-il exactement dans ces minuscules fleurons du disque jaune qui pouvaient paralyser un insecte en quelques secondes tout en laissant un mammifère indemne? En 1910, un industriel allemand décida qu'il était temps de le découvrir, non pas pour comprendre la fleur, mais pour la remplacer. Son nom était Paul Imrir. Il était un chimiste industriel et le frère de Clara Imrir, dont le mari Fritz Haber est connu comme le père de la guerre chimique. En 1910, Imrir reconnut le potentiel commercial du pitram et finança 2 chercheurs à l'Université technique de Karlsruhe, avec une instruction spécifique, synthétiser l'ingrédient actif à partir de collard. Épargnant à l'Allemagne l'importation coûteuse de matières naturelles d'origine végétale. Il avait l'intention de breveter les résultats exclusivement sous son propre nom.
Les deux chercheurs qu'il finança étaient Hermann Stautinger et Leopold Ruzicka. Tous deux remporteraient des prix Nobel. Stautinger pour la chimie macromoléculaire, en 1953. Ruzicka pour la chimie des tarpines en 1939. Leurs travaux sur la pitine furent fondamentaux pour leurs deux carrières, et ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur de ces capitules était plus sophistiqué que ce que quiconque attendait. Le chrysanthème de Dalmatie ne produit pas un seul composé insecticide. Il en produit 6. Un cocktail d'esters de monoterpènes étroitement liés, construit à partir de 2 fractions acides combinées à 3 fractions alcooliques. Pitine 1 et 2 cinine 1 et 2 jasmoline 1 et 2 identifiés plus tard. Ces 6 composés se divisent en 2 groupes fonctionnels qui travaillent de concert. Les composés de type 1 apportent une toxicité mortelle. Ils tuent. Les composés de type 2 apportent l'effet caractéristique de knockdown, presque instantané. Une paralysie en quelques secondes après le contact. Aucun composé seul ne réalise ce que le mélange fait. La fleur avait conçu son propre insecticide synergique. Le 17 avril 1922. Stautinger et Ruzicka soumirent leur manuscrit historique en 10 parties intitulées Insectin Totend, Substance Insecticide, A Helvetica Chimica Acta. 160 pages imprimées détaillant les structures du complexe de pitine. Le chimiste anglais des produits synthétiques naturels. Leslie Crombie appellerait plus tard cela l'un des grands classiques de la chimie de son époque. Mais il y a un détail dans l'histoire de la publication qui révèle le véritable motif. Le manuscrit fut délibérément retardé jusqu'en octobre 1923 pour permettre d'abord le dépôt de brevets. La science attendit. Le commerce non. Le mécanisme qu'ils commencèrent à élucider est aujourd'hui bien compris. Les pitines se lient au canaux sodium dépendant du voltage dans les membranes des cellules nerveuses des insectes. Pensez à ces canaux comme à des portes qui s'ouvrent et se ferment en millisecondes, contrôlant les impulsions électriques le long du nerf. Les pitines bloquent ces portes en position ouverte. Le nerf s'emballe de manière incontrôlée. Hyperexcitation, convulsion, paralysie, mort. Une étude de 2021, publiée dans Nature Communications, a révélé que les pitines activent également le récepteur olfactif OR30 et un chez les moustiques, fonctionnant simultanément comme un répulsif spatial et une neurotoxine de contact. La fleur ne se contente pas de tuer les insectes qui se posent sur elle. Elle les avertit de s'éloigner. Et voici le chiffre qui devrait vous arrêter. Les pitines sont 2250 fois plus toxiques pour les insectes que pour les vertébrés. Les enzymes hépatiques des mammifères démantèlent la molécule de pitine par une hydrolyse rapide. Chez les souris, plus de 85% de la pitine ingérée est excrétée en 2 jours. Le composé est mal absorbé par la peau des mammifères. L'EPA classe les pyréthrines naturelles comme peu susceptibles de provoquer le cancer et les étiquette avec le mot de signalisation de toxicité le plus bas. Attention, et elles disparaissent. La demi-vie de la pitine naturelle à la lumière directe du soleil est de moins de 15 minutes. Sur les feuilles de tomates, elle disparaît en moins d'1 heure. Après 18 heures d'exposition aux ultraviolets, il ne reste que 1% des pyréthrines. Les produits de dégradation sont inertes d'un point de vue insecticide, un composé qui paralyse les insectes en quelques secondes, tue à travers de multiples ordres d'insectes, se dégrade en rien à la lumière du soleil et est 2250 fois plus sûr pour les mammifères que pour ses cibles, si une entreprise pharmaceutique annonçait un médicament aussi sélectif. Cela ferait la une des journaux. Cette fleur le fait depuis des millénaires. Staudinger et Ruzicka ont publié leurs conclusions. Tous deux ont remporté des prix Nobel. Mais l'intention originale d'Ymir de créer un produit synthétique brevetable
avait révélé la logique économique qui gouvernerait le siècle suivant. On ne peut pas breveter une fleur. En l'espace de 3 décennies, le premier pyrétrinoïde synthétique serait créé. En l'espace de 7 décennies, plus de 1000 suivraient. 1949, l'année où Grégor Zacharel a cédé l'entreprise familiale. La même année, Milton S. Schechter et ses collègues de l'USDA ont synthétisé la litrine, le premier pyrétrinoïde synthétique en estérifiant l'acide chrysanthémique avec de l'altolone. Sumitomo Chemical au Japon l'a commercialisé à l'échelle industrielle en 1953. L'ère de la fleur se terminait, l'ère de la molécule avait commencé. La figure pivotale de ce qui suivit fut Michael Elliott, un chimiste à la station expérimentale de Rothamsted à Harpenden, en Angleterre. Pendant 25 ans, Elliott et ses collègues Norman James et David Pullman ont systématiquement modifié le modèle de la pyrétrine naturelle, un groupe fonctionnel à la fois, à la recherche d'une molécule qui ferait ce que la fleur faisait, mais ne se décomposerait pas à la lumière du soleil. En 1967, il a créé la resmétrine, le premier produit synthétique plus actif sur le plan insecticide que les pytrinés naturels, mais toujours instable à l'extérieur. Puis, en 1972, vint la percée la pérométhine, le premier pyrétrinoïde assez stable pour une utilisation en plein champ agricole. Brevet du Royaume-Uni numéro 1 413 491. La faiblesse qu'Elliott a résolue était la photodégradation rapide de la fleur, ce que l'écologie appellerait une vertu. La chimie l'appelait un défaut. En 1974, il avait créé la cypérétine, puis la deltrine, une molécule si puissante que John Cassida de l'Université de Californie à Berkeley, le prééminent toxicologue des pesticides du 20e siècle, l'a appelé les cristaux à $1 milliard. Cassida a déclaré que les découvertes d'Elliott ont fourni une protection des cultures et un contrôle du paludisme pour des millions de personnes. Elliott a remporté le Queen's Award for Technological Achievement à 2 reprises, et chacune de ces molécules a été brevetée. Pérométhine, brevet du Royaume-Uni numéro 1 413 491 et brevets américains 4 241 663 et 4 113 968. Brevets américains pour la lambda. Saihaline 79627 et 850 18 détenus par Syngenta. Par Fentrine FMC Corporation. Fenvalerate. Sumitomo Chemical. La convention de dénomination est devenue universelle. Altène, pérométhine, cypérétine, deltrine, bifentrone, cyaone, téfluine. Le suffixe -thrine faisait écho à la pytrine tout en dénotant une origine synthétique. Chaque brevet a créé un flux de revenus exclusif, qui était structurellement impossible avec une fleur que n'importe quel agriculteur pouvait cultiver à partir de semences. Les chiffres racontent l'histoire. Le marché mondial des pyrétrinoïdes synthétiques a atteint 2 milliards de dollars d'ici 2024 et devrait atteindre 5-7 milliards de dollars d'ici 2033. En 2015, les pyrétrinoïdes représentaient 38% de l'ensemble du marché mondial des insecticides. Le marché de l'extrait naturel de pytrine se situe à environ 285 à 350 millions de dollars. Plus de 1000 pyrétrinoïdes synthétiques ont été développés. Moins d'une douzaine de formulations de pytrine naturelle restent commercialement significatives. Mais la persistance qui a rendu ces molécules commercialement précieuses les a également rendues écologiquement catastrophiques. La demi-vie dans le sol de la pytrine naturelle est de 2 à 9 jours. Celle de la pérométhine est de 39 jours. Celle de la cypérétine atteint 60 jours. La bifentrine, l'insecticide à la plus longue durée de vie actuellement sur le marché.
persiste dans le sol pendant 97 à 345 jours. Dans les sédiments anaérobies froids, elle dure de 25 à 65 mois. Donald Weston, de l'Université de Californie à Berkeley, a documenté ce que cela signifie en pratique. Son étude de 2005 sur les ruisseaux de banlieue à Roseville, en Californie, a révélé que presque tous les sédiments des ruisseaux étaient toxiques pour Ayala-Aska, l'amphipode que l'EPA utilise comme espèce indicatrice. Environ la moitié causant une mortalité presque complète. La biphentrine était le principal coupable. L'organisme meurt à des concentrations de 2 parties par trillion. En 2020, 78% des échantillons d'eau de surface provenant de bassins versants urbains à travers 8 comtés de Californie contenaient un ou plusieurs pyrétrinoïdes. En août 2006, le département de la réglementation des pesticides de Californie a lancé une réévaluation d'environ 600 produits à base de pyrétrinoïdes, déclenchée directement par les recherches de Weston. La deltaine est létale pour les abeilles domestiques A50 et un anog par une revue systématique de 2022 par Anderson et ses collègues dans Environmental Research a conclu que les pyrétrinoïdes sont probablement des neurotoxiques pour le développement humain, avec des impacts négatifs probables à des niveaux d'exposition survenant dans la population générale. 80% des études examinées ont trouvé des associations significatives entre l'exposition des enfants aux pyrétrinoïdes et un neurodéveloppement défavorable. Les données nationales sur la santé ont montré que les enfants présentant des métabolites urinaires de pyrétrinoïdes détectables étaient 2 fois plus susceptibles de souffrir de TDAH. Ils ont financé la recherche pour breveter ce qu'une fleur donnait librement. Ils ont conçu la persistance dans des molécules dont le modèle naturel était conçu pour disparaître. Ils ont construit un marché de 3,5 milliards de dollars sur des copies synthétiques, tandis que le marché de l'extrait naturel dépérissait à moins de 300 millions de dollars. Ils ont effondré une industrie kenyane qui employait autrefois plus de 200 000 agriculteurs et fournissait 90% du pitram mondial pour la réduire à 2% de la part mondiale. Le déplacement n'était pas une question d'efficacité. La fleur fonctionnait. C'était une question de savoir qui capture les revenus. On ne peut pas breveter une fleur. On peut breveter une molécule. L'industrie du pitram au Kenya était autrefois l'envie de l'agriculture d'Afrique de l'Est. L'histoire a commencé en 1927 lorsqu'un colon européen nommé W. Jig Dawson a apporté des graines de la côte dalmate dans sa ferme de Njoro, dans le comté de Nakuru. Les mêmes graines qui poussaient sur le calcaire dalmate ont été plantées dans les hautes terres volcaniques du Kenya. Et les températures fraîches à une altitude de 1800 à 2400 mètres ont reproduit les conditions dalmates presque parfaitement. En 1960, le Kenya récoltait plus de 10 000 tonnes métriques par an et fournissait plus de 70% de la production mondiale. Le pitram était l'une des 4 principales cultures de rente à l'indépendance. Il figurait sur les armoiries nationales. À son apogée en 1992, la production a atteint 18 000 tonnes provenant de plus de 200 000 agriculteurs, soutenant plus de 2 millions de moyens de subsistance. Puis vint l'effondrement. Des pyrétrinoïdes synthétiques moins chers ont inondé le plus grand marché d'exportation du Kenya. Les États-Unis. Le Conseil du pitram du Kenya, qui était censé soutenir les agriculteurs, est devenu ce que les enquêteurs ont appelé un conduit pour les cartels, ne payant pas les agriculteurs pour les fleurs livrées. La production est tombée de 18 000 tonnes à environ 300 à 500 tonnes. Le nombre d'agriculteurs actifs est passé de 300 000 à environ 6 000. La part de marché mondial du Kenya est tombée de 90% à 2%. Mais les hautes terres n'ont pas oublié. Dans le comté d'Elgeyo Marakwet, un agriculteur nommé Gilbert Kipu cultive du pitram sur un seul acre. Il gagne 44 000 shillings kenyans par mois grâce à cet acre seul.
Il dit que le Pitram a transformé nos vies. Gladys Mb, une autre agricultrice kenyane, a vu son revenu multiplié par 8 après avoir travaillé avec Contegra Biotechnology, une entreprise des États-Unis et du Kenya cofondée par David Payne. C'était suffisant pour acheter une maison et payer la scolarité de ses enfants. Contegra a remporté le prix de l'excellence d'entreprise 2023 du département d'État des États-Unis. Ils travaillent avec plus de 20 000 agriculteurs et ont construit une usine de transformation de 10 millions de dollars à Naivasha. Ils ont développé 4 nouvelles variétés de pétrame résilientes au climat. Le projet Daisy, financé par le NORAD de Norvège et mis en œuvre par Dan Churchaid, a distribué 90 millions de plantules et fourni 366 séchoirs solaires aux agriculteurs de Pitram kényans. Et ce n'est pas seulement au Rwanda. Au Rwanda, environ 37 000 agriculteurs cultivent cette plante. Elias Kanye Mwandanda a reçu une vache au nom de sa mère de 86 ans qui produit du Pitram depuis 1974. Il dit que grâce au Pitram, tous ses frères et sœurs sont instruits et mènent une vie décente. Le Pitram les a aidés à passer d'une chaumière en herbe à une bonne maison en 1976. La fleur qui a été déplacée par la chimie synthétique revient, non pas par la seule initiative des entreprises, mais par les agriculteurs qui se réapproprient une culture que leurs parents et grands-parents cultivaient. Les mêmes hautes terres, le même sol volcanique, les mêmes températures fraîches. Le savoir n'a pas été détruit, il attendait. Et ce ne sont pas seulement les agriculteurs kenyans et rwandais qui peuvent cultiver cette plante. Le chrysanthème de Dalmatie est une plante vivace des zones 5 à 9. Les graines sont disponibles en ligne auprès d'Earther Seeds, World Seed Supply, Eagle Ridge Seeds au Canada et plusieurs vendeurs Etsy, généralement pour quelques dollars. L'exigence critique est de s'approvisionner en véritable Tanacetum cineifolium. Ne le confondez pas avec la marguerite peinte, Tanacetum coccineum, qui a des fleurs roses ou rouges et est bien moins puissante. Vous recherchez des fleurons ligulés blancs, des feuilles argentées ressemblant à des fougères et des tiges fines et raides. Ce feuillage argenté est le trait distinctif. Semez les graines à la surface du sol. Elles ont besoin de lumière pour germer. Attendez-vous à une germination lente et erratique sur 14 à 30 jours. Plantez en plein soleil dans un sol bien drainé et légèrement alcalin. Une fois établie, la plante est tolérante à la sécheresse et remarquablement résistante aux ravageurs. Sa propre chimie la protège. Récoltée lorsque les fleurons ligulés blancs sont complètement horizontaux et que 3 à 4 rangées de fleurons tubulés jaunes se sont ouvertes. Généralement du 5e au 9e jour après le début de la floraison. C'est le moment de la concentration maximale en pitrine. Séchez les têtes et les têtes florales dans un espace sombre et ventilé. Jamais à la lumière du soleil, ce qui détruit les composés actifs. Séchez jusqu'à ce qu'elles soient complètement papiacées et cassantes. Ensuite, broyez-les avec un mortier et un pilon, un moulin à café ou un mélangeur. Portez des gants, des lunettes de protection et un masque anti-poussière. La poudre est un irritant respiratoire, particulièrement pour ceux qui souffrent d'allergie à l'ambroisie. Pour faire un spray, 20 grammes de poudre séchée et broyée dans 6 litres d'eau tiède. Trempez pendant 3 heures. Filtrez à travers un chiffon. Ajoutez une demi-cuillère à soupe de savon liquide par litre comme tensioactif et une cuillère à café d'huile de cuisson par litre pour l'adhérence. Appliquez en fin d'après-midi ou en soirée. Les températures plus fraîches améliorent l'efficacité. Les pollinisateurs sont moins actifs et l'obscurité retarde la décomposition ultraviolette. Conservez les fleurs séchées dans des récipients hermétiques et opaques.
dans des conditions fraîches et sombres. Un congélateur prolonge la puissance jusqu'à 6 mois ou plus. Une fois mélangé en spray, utilisez-le dans la journée. Le liquide se dégrade rapidement. 3 mises en garde qui ne sont pas facultatives. Premièrement, les pyréthrines ne sont pas sélectives. Elles tuent les insectes bénéfiques, y compris les abeilles et les coccinelles. Appliquez seulement quand les pollinisateurs sont inactifs. Deuxièmement, les pyréthrines sont extrêmement toxiques pour les poissons. Ne permettez jamais de ruissellement dans les étangs, les ruisseaux ou les pièces d'eau. Couvrez les aquariums avant une utilisation en intérieur. Troisièmement, et ceci est critique, les pyréthrines sont dangereuses pour les chats. Les chats manquent d'enzymes hépatiques pour métaboliser ces composés. L'exposition peut provoquer des tremblements, des crises et peut être fatale. Gardez les chats à l'écart des zones traitées et de la poudre elle-même. L'industrie chimique a passé un siècle à remplacer une fleur qui fonctionnait par des molécules qui persistent dans le sol pendant des mois, dans les cours d'eau et pendant des années. Et dans le corps des enfants à des niveaux désormais, est lié à des dommages au développement. La fleur pousse encore à l'état sauvage sur le karst calcaire dalmate. Elle pousse encore dans les hautes terres du Kenya et les coopératives du Rwanda et les champs de Tasmanie. Elle fait encore exactement ce qu'elle fait depuis 2000 ans. Tue les insectes au contact et disparaît à la lumière du soleil. Maintenant, vous connaissez son nom? Tanisatum cineraria, le chrysanthème de Dalmatie. Une marguerite blanche que n'importe qui peut cultiver, que personne ne peut breveter et que l'industrie chimique a passé un siècle à essayer de vous faire oublier. Chaque jardin qui cultive cette fleur est un petit acte de souvenir. Les graines coûtent quelques dollars. La plante revient chaque année. Et la connaissance, une fois partagée, ne peut être possédée.